Bien, la séance est reprise. Je vous rappelle que nous procédons à l'audition de Madame Isabelle de Silva, dont le nom est proposé pour exercer les fonctions de présidente de l'autorité de la concurrence. Ce nom est proposé par le président de la République pour succéder à Bruno Lasserre, que nous connaissons, puisque nous l'avons entendu à plusieurs reprises, et qui est nommé président de section au Conseil d'État. Alors, comme vous le savez, cette audition est publique. Elle est d'ailleurs retransmise à l'extérieur par vidéo et ouverte à la presse. À son issue, nous procéderons à un vote qui se déroulera à bulletin secret. Ce vote ne sera ouvert qu'aux seuls membres de la Commission des affaires économiques présents au moment où je procéderai à ce vote. Je rappelle qu'en application de l'article 3 de la loi organique du 23 juillet 2010, les délégations de vote ne sont pas autorisées. Je rappelle par ailleurs que vous avez été auditionné ce matin par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, et donc à l'Assemblée, le dépouillement des votes se fera en même temps que le nôtre, et les résultats seront donc proclamés dans un délai assez rapide. Je rappelle enfin que le président de la République ne pourrait procéder à cette nomination si l'addition des votes négatifs de chaque commission représentait au moins 3/5 des suffrages exprimés dans les deux commissions. Bien, Madame de Silva, je vais parler de vous car c'est plus facile à quelqu'un de parler de la personne que la personne elle-même de s'exprimer sur ce qu'elle est, ce qu'elle fait, mais vous nous direz ce que vous souhaitez faire. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au Conseil d'État, bref, un bref passage en cabinet ministériel. En effet, en 1999, vous avez été auprès de Madame Trottmann, alors ministre de la Culture. Et après avoir exercé auprès du directeur du budget de 2007 à 2009 et occupé le poste de directrice d'affaires juridiques au ministère de l'écologie entre 2009 et 2011. Vous êtes actuellement présidente de chambre à la section du contentieux du Conseil d'État. Si elle devait advenir, votre nomination en qualité de présidente de l'autorité de la concurrence s'inscrirait dans une double continuité institutionnelle. D'abord, un conseiller d'État succéderait à un autre conseiller d'État qui fait aujourd'hui un chemin inverse à celui qui pourrait être le vôtre, puisque M. Lasserre réintègre les formations consultatives du Conseil d'État. Ensuite et surtout, il y aurait une continuité avec vos propres fonctions, dans la mesure où, parallèlement au Conseil d'État, vous êtes membre du Collège de l'autorité de la concurrence depuis mars 2014. À ce titre, vous connaissez donc bien cette autorité administrative indépendante, dont le champ de compétences et les prérogatives n'ont fait que s'étendre depuis la transformation en 2009 du Conseil de la concurrence en autorité de la concurrence. Je rappelle que la loi Macron a notamment attrait dans votre champ de compétences un certain nombre de professions juridiques réglementées, dont notamment les notaires. L'autorité de la concurrence occupe dans le paysage institutionnel un rôle de régulateur essentiel qui lui vaut certaines critiques, dont certaines viennent des assemblées parlementaires, mais c'est le lot de tout organisme doté d'un pouvoir de décision en matière économique, a fortiori lorsqu'il est quasi juridictionnel. On attend d'elle un rôle de régulateur vigilant de l'activité économique, mais dans le même temps, certains critiquent soit son impuissance à sanctionner des pratiques commerciales qui font courir un réel danger pour la concurrence. Je pense par exemple à la multiplication des accords entre grandes enseignes de distribution, nous avons eu souvent l'occasion de l'évoquer, soit à l'inverse son activisme en faveur d'une concurrence jugée par certains trop ouverte. Est-ce que, Alain Bertrand, il faut savoir que les voix arrivent jusqu'ici, et Roland Courteau n'est pas le dernier non plus. Il faut quand même dénoncer tous les sénateurs indisciplinés.
je l'ai fait d'une façon tout à fait extensive. Avant de vous laisser la parole, madame, je voudrais vous interroger sur 3 points. D'abord, comment entendez-vous gérer la montée en puissance de l'autorité dans ces nouveaux domaines de compétences? L'organisation et les moyens de l'autorité actuelle sont-ils à la hauteur des enjeux? Ensuite, deuxième question, quel est votre sentiment sur l'articulation de vos compétences d'autorité administrative indépendante avec celles encore détenues par le ministre de l'économie et son bras armé, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, notamment en ce qui concerne la réglementation et la sanction des pratiques commerciales restrictives de concurrence? Le partage actuel est-il satisfaisant? Des évolutions devraient-elles être apportées? Enfin, troisième et dernière question, dans un monde de plus en plus mondialisé, la place occupée par les autorités nationales de concurrence est-elle toujours pertinente? Doit-elle, le cas échéant, évoluer? Voilà, madame, les quelques questions que je souhaitais vous poser. D'un point de vue pratique, vous allez donc présenter, enfin je l'ai fait pour l'essentiel, de dire surtout ce que vous souhaitez entreprendre, comment vous voyez le rôle que vous pourriez tenir si vous êtes effectivement nommé à l'issue de cette procédure. Ensuite, je donnerai la parole aux membres de la commission qui souhaitent s'exprimer. Les uns et les autres auront 2 minutes pour le faire. Je sais que certains doivent rejoindre une autre réunion. En même temps, ils souhaitent non seulement poser des questions, entendre des réponses, mais également voter. Je suggère que nous puissions conclure, on va dire, à 12h10, si c'est compatible avec, je sais, une réunion qui nous priverait de la présence d'un certain nombre d'entre vous. À chacune et à chacun d'en tenir compte dans le nombre de questions, pas pour le temps, puisque je serai là pour être extrêmement vigilant. J'ai déjà noté une demande d'intervention. Madame, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis heureuse d'être devant vous ce matin pour cette audition qui constitue un moment important dans ce processus de nomination et qui témoigne aussi de l'importance des relations entre l'autorité de la concurrence et le Parlement, relations qui se sont beaucoup développées dans la période récente et je crois que c'est une excellente chose. Alors, pour me présenter en quelques mots, j'ai eu une formation en gestion d'entreprise. J'ai choisi ensuite de rejoindre le service de l'État par goût pour les politiques publiques. En dernier lieu, j'étais présidente de chambre au Conseil d'État, fonction qui consiste à organiser le travail d'une équipe de magistrats et d'un greffe pour traiter environ 700 à 1000 dossiers par an dans les domaines divers que sont l'environnement, l'urbanisme, les professions réglementées, la justice et les contentieux financiers. En tant que directrice des affaires juridiques au ministère de l'écologie, j'ai eu notamment à suivre plusieurs lois importantes, comme la loi Grenelle II, mais aussi des lois qui avaient pour but de mettre en œuvre la concurrence en France dans le secteur de l'électricité, avec la loi Nouvelle Organisation du marché de l'électricité, et dans le domaine ferroviaire, avec la loi sur l'organisation et la régulation du transport ferroviaire. Je me suis intéressée par ailleurs de longue date à certains secteurs économiques particuliers, la presse et la radio, au ministère, puis comme membre de l'autorité de la régulation de la distribution de la presse, dans laquelle nous avons eu à traiter la mutation de ce secteur compte tenu des changements technologiques et économiques qu'il connaît. Je m'intéresse aussi de longue date aux questions de régulation et à travers diverses fonctions. Je vais simplement vous demander d'éloigner un peu votre micro. Votre voix porte, ce qui n'est pas évidemment un défaut, au contraire. Je vais essayer de ne pas vous assourdir, j'espère que c'est mieux comme ça. Donc divers régulateurs sectoriels comme la CRE, le CSA, l'ARCEP ou encore l'AMF. Enfin, en dernier lieu, comme membre de l'autorité de la concurrence, j'ai eu à traiter à participer à des décisions dans les divers domaines de compétences de l'autorité en matière de contrôle de concentration, avec la récente décision qui a porté sur le rapprochement entre Fnac et Darty, en matière de sanctions de pratiques anticoncurrentielles et enfin en matière d'avis au gouvernement et au Parlement. Alors, au terme de cette première période d'expérience professionnelle, j'ai acquis quelques convictions que je souhaiterais mettre au service de l'autorité.
Tout d'abord, pour les dossiers complexes, je crois à la vertu qui est la rigueur dans l'analyse des faits et du droit, mais une rigueur qui doit être toujours associée à une recherche de l'innovation ou de l'adaptation. J'ai eu à cœur dans ma pratique de me nourrir du droit comparé et de l'échange avec les professionnels ou les secteurs de la société concernés par les sujets juridiques. Deuxièmement, je crois fortement aux valeurs d'indépendance et d'impartialité qui s'appliquent à tout responsable public et qui lui imposent de se garder de tout préjugé, de tout a priori lorsqu'il exerce des responsabilités. Troisième conviction forte, je crois qu'à plusieurs, on décide mieux que tout seul. En tant que juge, j'ai eu une pratique approfondie de la délibération collégiale et en tant que membre de l'autorité de la concurrence, j'ai pu apprécier à quel point la diversité de son collège et les diverses compétences qu'il comporte participaient à la richesse et à la pertinence, je l'espère, des décisions qui ont été prises. Quatrième principe auquel je suis attachée, c'est lorsque l'on a une décision à prendre, de s'interroger sur son applicabilité, sur ses conditions d'exécution, d'aboutir à des décisions claires qui soient applicables et de prendre le temps de les expliquer et de les justifier. Enfin, dernière conviction, je crois que l'État a un rôle toujours éminent à jouer aujourd'hui, mais qu'il doit aussi faire preuve d'adaptation. Je crois que tous les organismes publics doivent s'imposer de réfléchir régulièrement sur la pertinence de leur mission, de leurs conditions d'exercice, de même que les entreprises sont soumises à des obligations d'adaptation rapides et constantes. Alors, quelle est ma vision de la concurrence et du rôle de l'autorité ? Je crois profondément à la nécessité de la concurrence qui fixe des règles indispensables au bon fonctionnement d'un marché. De même qu'une société ne peut vivre sans règles communes, je crois que l'économie a besoin de règles du jeu claires et d'arbitres pour les appliquer. C'est ce qui permet aux entreprises de se distinguer selon leurs mérites et d'avoir la garantie de s'adresser à un marché libre et non faussé. Je crois aussi que la concurrence a des vertus qui dépassent le cadre économique, car elles permettent à la société de se moderniser, d'innover, de créer des nouveaux produits et services qui servent aux concitoyens et aux consommateurs. Alors, je crois aussi que le développement de la concurrence n'est pas le seul objectif que poursuit l'État. Il y a d'autres objectifs extrêmement légitimes, comme l'aménagement du territoire, la solidarité, le développement industriel ou de la recherche. Mais je crois que la concurrence doit figurer avec une place éminente parmi ces objectifs et que l'autorité est dédiée tout spécifiquement à cette mission. Alors, si l'autorité est aujourd'hui très reconnue dans son existence et dans ses pouvoirs, c'est en large part dû aux choix successifs qui ont été faits par le législateur pour la conforter et diversifier ses missions, et aussi, et je voudrais lui témoigner mon admiration, c'est dû à l'action du président Bruno Lasserre dans cette institution qui lui a donné une force et une pertinence toute particulière. Alors, pour dire quelques mots des différentes missions de l'autorité et de la façon dont j'imagine qu'elles pourraient être exercées à l'avenir, s'agissant des dossiers de concentration tout d'abord, qui sont parmi les dossiers les plus nombreux dont l'autorité a à connaître, je crois que l'autorité doit continuer à faire preuve d'une grande adaptation de ses principes à chaque secteur considéré. Alors je donnerai deux exemples. Dans le secteur agricole, l'autorité, lorsqu'elle est saisie de concentration, prend en compte les spécificités de ce secteur pour adapter le prisme de son examen. Et pour citer un exemple tout récent, dans le rapprochement Fnac-Darty, par exemple, l'autorité a pour la première fois en Europe, parmi les autorités compétentes, pris en compte les ventes en ligne pour les produits électroniques qui étaient distribués par ces deux diffuseurs, pour apprécier le marché pertinent et en tirer les conclusions qui s'imposaient en termes de cession de magasins notamment. S'agissant de la répression des pratiques anticoncurrentielles ensuite, je crois que l'autorité doit continuer à disposer de moyens d'investigation importants et pour cela, elle agit en étroite symbiose avec le ministère de l'économie et la DGCCRF qui lui permet de disposer d'indices de pratiques qui viennent des territoires et cette coopération est extrêmement fructueuse. Vous m'avez interrogé, Monsieur le Président, sur ce point. Le partage des rôles est-il toujours pertinent entre l'autorité et le ministère ? Alors, je crois que l'équilibre qui a été retenu en 2009 reste pertinent.
il est vrai que certains s'étaient interrogés sur les compétences qui demeuraient dans le chef du ministère de l'économie, mais mon impression est en tout cas que le partage des rôles fonctionne aujourd'hui de façon satisfaisante, en bonne coopération, avec des échanges d'informations très constants, qui permettent de définir quelle est la meilleure façon de traiter tel ou tel dossier de pratique anticoncurrentielle, avec des critères qui sont connus. Notamment, l'autorité n'évoque certaines affaires que lorsqu'elles ont une résonance nationale, qu'elles posent une question de principe, ou qu'il n'y a pas encore eu de pratique décisionnelle claire et qu'il est nécessaire que l'autorité fixe un cap. Alors, il y a une question qui est souvent évoquée lorsqu'on parle de la répression des pratiques anticoncurrentielles, qui est celle des sanctions qui sont infligées par l'autorité, certains estimant parfois que ces sanctions sont trop élevées. Alors, je crois que si l'autorité a pu acquérir un rôle structurant dans la vie économique, c'est aussi parce que les entreprises ont pris conscience qu'elles entendaient exercer ces pouvoirs, exercer pleinement l'échelle de sanctions qui a été fixée par le législateur, notamment avec la référence au maximum de 10% du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société. Infliger des sanctions élevées n'est pas une fin en soi, mais je crois que c'est pleinement justifié lorsque les actions qui ont été constatées ont porté un dommage important à l'économie. L'autorité, c'est aussi dans la fixation des amendes, prendre en compte la situation des entreprises et être attentif aux difficultés économiques des entreprises en question. Leur dernier grand domaine d'action de l'autorité, c'est son pouvoir d'avis et de recommandation. L'autorité est reconnue aussi pour sa capacité à mener des enquêtes sectorielles et elle va bientôt rendre un avis en matière d'audioprothèse, thème qu'elle avait choisi, car elle s'inquiétait de possibles difficultés d'accès pour le consommateur et entendait vérifier de plus près la structuration du marché. Je crois que par ce pouvoir d'avis, l'autorité peut avoir un rôle d'éclaireur pour les débats publics, faciliter certaines évolutions, tracer des perspectives. J'en veux citer deux exemples. La question des VTC, qui a été très conflictuelle, comme vous le savez, et question pour laquelle les avis de l'autorité ont été un élément important de définition progressive du nouveau cadre dans lequel devait s'exercer cette activité émergente. Autre sujet connu, celui du transport interrégional par autocar. L'autorité avait fait des propositions qui ont été retenues par le législateur et on a pu voir, ce qui n'est pas si fréquent, émerger un nouveau marché économique, des emplois être créés et une demande qui n'était pas suffisamment adressée, pouvoir trouver un débouché avec des possibilités de transport complémentaires des modes de transport existants. Je crois fermement que l'autorité doit continuer à chercher en permanence à identifier des gisements de croissance de ce type, mettre en question certaines réglementations si elles n'apparaissent pas pleinement justifiées et peuvent servir à préserver des rentes, et être un facteur d'ouverture, y compris pour les plus jeunes générations. Je crois à cet égard que le mouvement qui a été entamé avec la loi d'août 2015 sur l'ouverture des professions réglementées et des notaires a montré que l'autorité était attachée également à la question des débouchés des jeunes diplômés. Alors, parmi les points qui me semblent devoir être traités de façon prioritaire par l'autorité, il y a la présence dans le réseau européen et international d'autorités de concurrence. Nous avons la chance d'avoir un réseau européen de concurrence qui fonctionne bien depuis 2004 entre toutes les autorités nationales de concurrence, ce qui permet une répartition fluide des dossiers entre les autorités nationales et la Commission, et ce qui permet aussi des échanges d'informations et un travail en commun extrêmement précieux. Alors à cet égard, deux exemples me paraissent montrer la pertinence de cette approche. Tout d'abord, la façon dont l'autorité française a traité le dossier des plateformes de réservation hôtelière, puisque les hôteliers se plaignaient de pratiques discriminatoires de la part des grands opérateurs mondiaux qui se sont développés à cet égard. Et c'est en travaillant de façon très étroite avec l'autorité suédoise et italienne que l'autorité est parvenue à une décision qui a été acceptée par ces grands opérateurs de plateformes de réservation et qui a ensuite, cela mérite d'être souligné, été étendue au niveau européen. Donc à partir d'une action conjointe de 3 autorités de concurrence nationales, ont été obtenus des résultats au niveau de l'ensemble de l'espace économique européen.
Alors, parmi les secteurs sur lesquels j'entends porter l'action de l'autorité de façon prioritaire si cette responsabilité m'est confiée, il y a le sujet du numérique et notamment des grands acteurs de plateformes numériques qui sont en capacité d'acquérir des positions très fortes en des temps très courts et qui acquièrent des positions de contrôle de pans entiers de l'économie. Alors c'est un défi pour les autorités nationales de concurrence que de traiter ces sujets, puisque souvent les problématiques se posent au niveau mondial, mais nous pouvons y arriver en recourant si nécessaire à des actions concertées avec d'autres autorités nationales et avec l'appui de la Commission européenne. Et à cet égard, l'autorité de la concurrence a mené très récemment un travail en profondeur avec l'autorité allemande sur l'analyse économique du big data et des enjeux qui en découlent pour les entreprises de ces deux pays. Deuxième axe de vigilance prioritaire, celui de la grande distribution. On attend légitimement beaucoup de l'action de l'autorité en ce domaine et je crois qu'il y a eu des avancées très, très fortes dans la période récente qui se sont traduites par la loi avec une obligation nouvelle de notification des rapprochements entre centrales d'achat qui n'existaient pas auparavant. Et donc, précédemment, les rapprochements entre centrales d'achat ne tombaient pas sous le coup du processus de notification des concentrations, puisqu'ils ne prenaient pas la forme de concentration au sens du Code du commerce. Désormais, il faudra informer l'autorité avec un délai de 2 mois pendant lesquels ces accords ne pourront être mis en œuvre. Et nous serons très vigilants sur la mise en œuvre de ce dispositif et plus généralement sur les risques de concurrence que provoquent ces rapprochements, avec la cartographie très complète des risques de concurrence qui a été identifiée dans l'avis de 2015, qui a tracé des perspectives très nettes sur les risques concurrentiels à l'amont, c'est-à-dire du côté des fournisseurs, et à l'aval du côté des consommateurs. Donc, à travers la notification de ces opérations, l'autorité sera vigilante à la structuration de ces rapprochements pour éviter qu'ils ne se traduisent par une diminution de la concurrence qui pénaliserait à la fois les fournisseurs et les consommateurs avec une diminution de la variété de l'offre. Deuxième élément sur lequel l'autorité sera attentive, c'est la question des concessions autoroutières avec les nouveaux pouvoirs qui ont été conférés par la loi à l'ARAFER en ce domaine, en matière de surveillance des structurations économiques de ces concessions, de ces mises en concurrence. Je crois que c'est un domaine dans lequel la loi a utilement complété le dispositif pour fournir des éléments de régulation tout à fait indispensables. Alors, je souhaiterais terminer par une réponse aux 2 questionnements du président. Tout d'abord, l'autorité pourra-t-elle faire face aux défis qui lui sont présentés par son organisation et par ses moyens? Alors, je dirais qu'il y a un enjeu à la fois budgétaire, un enjeu de personnes et un enjeu tout à fait important de dimensionnement de l'autorité. Donc je serai très attentif pour ma part à ce que l'autorité dispose des moyens pour gérer cette montée en puissance. L'autorité ne doit pas être victime de son succès puisque le législateur lui a fait confiance en lui confiant des nouvelles missions. Cela ne doit pas conduire à dégrader la façon dont elle assumait ses missions précédentes. Donc nous serons très vigilants à la fois pour que l'autorité remplisse ses nouvelles missions avec efficacité. À cet égard, on peut constater que la mise en œuvre du dispositif sur les professions réglementées est déjà très largement avancée. Donc, en un temps assez court, finalement, ces nouvelles missions ont été saisies et mises en œuvre par l'autorité avec les décisions qu'elle a prises en matière de notaire et très récemment en matière de la profession des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Deuxième question, et c'est peut-être la question fondamentale, est-ce que les autorités nationales de concurrence sont toujours pertinentes dans un monde mondialisé? Alors, je dirais plus que jamais. Et un facteur qui n'est pas toujours mis en avant, c'est que la présence en France d'institutions fortes telles que l'autorité de la concurrence et plus généralement le système institutionnel et juridictionnel qui existe en France est un élément d'attractivité de l'économie française lorsque les entreprises se posent la question de savoir où investir, où se développer.
la présence reconnue d'une autorité forte à laquelle on peut faire appel lorsqu'on rencontre des blocages ou des situations monopolistiques ou abusives, c'est un élément fort d'attractivité de la place française. Et par ailleurs, l'autorité française occupe un rôle important qui est d'accompagner les autres autorités, notamment en provenance de pays émergents ou d'économies au développement plus récent, pour aider à ce qu'au-delà du cadre français et même européen, dans les autres régions du monde, on puisse avoir des correspondants et des autorités qui soient, si possible, aussi efficaces pour que les entreprises françaises, lorsqu'elles investissent à l'étranger, puissent également trouver des marchés libres, concurrentiels et ouverts. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, madame. Alors, nous allons passer tout de suite aux questions. Alors, ou aux interventions. Alors, je confirme, compte tenu du nombre de personnes qui interviennent, c'est 1 minute. Merci de votre compréhension. Philippe Leroy. Merci Philippe Roy. La parole est à Henri Cabanel et ensuite à Gérard Bailly. Oui, merci madame pour vos propos et je dois souligner que je suis heureux de pouvoir écouter une candidate car souvent on est à l'écoute de candidats, donc c'est à souligner. La régulation de la concurrence est un sujet économique essentiel à l'échelle de la France et de l'Europe. Vous l'avez signifié, il faut savoir réguler et déréguler sans déstabiliser en encourageant les initiatives. L'équilibre est précaire, vous le savez, et les défis pour l'autorité de la concurrence sont nombreux tant l'univers économique est évolutif. Comme l'a rappelé le président Lenoir en commençant cette audition, je souhaitais connaître votre position sur la nécessité de faire évoluer notre cadre concurrentiel pour qu'émergent enfin des champions français et européens du numérique. Vous l'avez évoqué, l'autorité de la concurrence est récemment intervenue dans le rachat de Darty par la FNAC. Dans l'analyse de marché menée, vous l'avez dit, a été pris en compte de manière inédite la vente en ligne. Ce rapprochement a donné naissance à un acteur intéressant, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais il ne pèse absolument pas par rapport aux géants que sont Google, Amazon et Facebook, par exemple. Ce constat doit nous initier à réfléchir à la concurrence à une autre échelle. Merci. Juste la question, donc, ne sommes-nous pas en retrait par rapport donc en France et à l'Union européenne en matière politique de la concurrence? Vous l'avez évoqué et vous avez essentiellement répondu. Juste, comment avoir une stratégie commune entre autorités de la concurrence nationale? Merci Henri Cabanel. La parole est à Gérard Bailly, ensuite à Delphine Bataille. Je crois qu'on a mis beaucoup d'espoir dans l'autorité de la concurrence, mais on a quand même été très déçus et on ne s'est jamais expliqué pourquoi l'autorité de la concurrence a laissé faire ces grands regroupements des grandes centrales agroalimentaires et en même temps que des agriculteurs ont été punis parce qu'ils s'étaient groupés eux-mêmes dans les moments de crise. Alors sur ce sujet-là, vous avez fait allusion, mais j'aimerais que vous reprécisiez. Parce qu'aujourd'hui aussi, vous l'avez oublié dans votre propos, c'est qu'aussi il y a les transformateurs, mais aussi il faut crever les producteurs, c'est ce qu'est le cas actuellement. Il suffit d'assister ce matin à la réunion de la mutualité sociale pour en être cause. Alors concurrence, oui, mais quand les acheteurs sont peu nombreux et qu'ils pèsent tellement sur les prix, on fait crever nos productions dans notre pays. Quel est votre sentiment sur ce sujet-là? Merci Gérard Bailly. La parole est à Delphine Bataille et ensuite à Martial Bourquin.
merci Monsieur le Président. Madame de Silva, on ne peut que vous souhaiter le plaisir de goûter à des fonctions médiatiquement et politiquement très exposées. Je voudrais revenir un peu sur la question des moyens qui a été abordée par le Président. Est-ce que vous pouvez nous confirmer vos ressources humaines et financières, 190 personnes, 20 millions d'euros de budget, ça paraît difficile d'assumer l'extension des prérogatives et des missions de l'autorité. Vous avez rappelé un certain nombre de dossiers en cours, je n'irai pas dans le détail. Un point peut-être de manière plus ciblée, vous aurez fort à faire dans le domaine des télécommunications, qui était domaine de prédilection de M. Lasserre, et l'autorité semble avoir saisi des preuves qui pourraient se traduire pour SFR par une amende théorique de 500 millions d'euros. Est-ce que, selon vous, cette sanction pourrait être plus élevée que le record de l'amende individuelle qui est détenue aujourd'hui par Orange, ou est-ce que, au contraire, son montant sera inférieur à cette amende théorique? Et enfin, Monsieur le Président, un dernier aspect, parmi les études qui doivent être finalisées, le marché des audioprothèses, si le maillage territorial semble satisfaisant, l'autorité a relevé des freins à l'appareillage, des freins psychologiques, mais aussi économiques, compte tenu du coût élevé. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les Merci beaucoup, Delphine Bataille. La parole est à Martial Bourquin, ensuite à Roland Courteau. Président, je n'interviens pas tout de suite et je ne pose pas de questions à Madame Da Silva, mais je m'assure, je compte ces 7 minutes. Pourquoi pas 30 secondes? Pourquoi pas 15 secondes? Non, on ne va pas travailler comme ça dans cette maison. Attendez, non. Je préfère perdre du temps et qu'on sache travailler. 2 minutes, c'est bien. 2 minutes, c'est bien. On garde les 2 minutes. Voilà. Maintenant, je pose mes questions, Madame Da Silva. Il reste 20 secondes. Bon, bah écoute, si tu veux, je me mets debout et puis je vais parler longtemps. Écoutez, hein. Non, il ne faut pas plaisanter. Il y a la qualité du travail qu'on fait ici. La qualité du travail... Voilà. Oui, on peut tous s'enlever, hein, on part. Hein, écoutez, la qualité du travail, c'est également permettre aux sénateurs qui sont réunis en commission de pouvoir voter avant d'aller à une autre réunion. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Bien. Alors. Deux questions, Madame Da Silva. La première, il y a eu 1,25 milliard en 2015 d'amende, 5,8 milliards depuis 2004, c'est énorme. Est-ce que vous pensez que ce monde mondialisé accentue les ententes illicites? Deuxième chose, il y a la procédure de clémence, qui est une faute avouée. Parlez-nous un peu de cette procédure de clémence, qui est une nouvelle mesure prise par l'autorité de la concurrence et qui permet pour des groupes qui se sont qui avouent leurs ententes illicites d'avoir des procédures de clémence. Bien, merci Martial Bourquin. La parole est à Roland Courteau et ensuite à Daniel Grémillier. Oui, madame, vous avez, concernant le pouvoir d'avis et de recommandation de l'autorité, vous avez souligné son rôle d'éclaireur. Et vous avez évoqué le secteur des autoroutes. Il y a là, en effet, un problème par rapport aux dérives de hausse des tarifs, alors qu'elles sont plus que rentables, ces sociétés d'autoroutes. Et puis, il y a un autre secteur qui m'interpelle, et qu'a évoqué Delphine Bataille, c'est le marché de l'audioprothèse, qui pèse plus de 1 milliard d'euros, mais qui démontre le sous-équipement des Français dû à des prix exorbitants des solutions auditives qui sont proposées actuellement. Quelle est votre position sur ces deux sujets et quelles sont vos priorités? Bien, merci Roland Courteau. La parole est à Daniel Grémillier, ensuite à Elisabeth Lamure. Oui, merci Monsieur le Président. J'avais une question, mais vous l'avez posée, Président, c'était le lien avec la DGCCRF, donc je n'y reviens pas, vous y avez déjà répondu. Ma deuxième question, c'est de savoir votre action, comment pensez-vous la conduire dans la zone euro par rapport à la politique européenne? On a une Europe et on a un certain nombre de pays et d'actions économiques au sein de cette zone euro.
Bien, merci Daniel Grémillet. La parole est à Elisabeth Lamure et ensuite à Ladislas Poniatowski. Merci, Monsieur le Président. Madame, dans l'évolution économique moderne, est apparue l'économie collaborative qui obtient un grand succès, qui se développe dans pas mal de domaines, et tout ça grâce à la créativité d'un certain nombre de start-up. Alors, cette économie collaborative échappe complètement aux règles. D'ailleurs, il n'y a pas de règles. D'ailleurs, est-ce qu'il faut des règles? Parce que j'aimerais savoir, c'est peut-être que ce n'est pas dans votre champ de compétences, mais est-ce que vous avez une approche sur le sujet de l'économie collaborative? Bien, merci Elisabeth Lamure. La parole est à Ladislas Poniatowski, ensuite à Alain Bertrand. Une des faiblesses dans le passé de l'autorité de la concurrence a été son problème d'indépendance de certains de ses membres sur certains des dossiers qui ont été à être traités. Si demain vous êtes confronté à un dossier où vous avez pu avoir dans votre carrière passée un lien quelconque, proche ou lien, quel sera votre comportement? Est-ce que vous vous en écarterez? Deuxième question, sur le dossier délicat des aéroports qui sont privatisés, j'aimerais connaître votre position, pas précisément sur le dossier que vous suivez en ce moment, qui est le dossier Lyon-Vinci, mais sur le principe, quelle est votre position concernant cette privatisation des aéroports? Merci Ladislas Poniatowski. La parole est à Alain Bertrand et ensuite à Yves Rome. Oui, madame, première remarque, vous avez fait toute votre carrière, je crois, à Paris. Enfin, j'ai regardé, il y a beaucoup... Est-ce que vous connaissez la ruralité et l'hyper-ruralité, ou est-ce que vos fonctions vont se concentrer sur les très grandes villes, les métropoles et la région parisienne? Deuxième point, est-ce que vous avez fait l'ENA et ne pensez-vous pas que ce soit un handicap si vous l'aviez fait par hasard? Troisième point, est-ce que vous entendez vous occuper de la non-concurrence qui règne dans les zones rurales et hyper-rurales et qui conduisent les consommateurs à payer des prix beaucoup plus élevés qu'ailleurs? Voilà, madame. Bien, merci Alain Bertrand. La parole est à Yves Rome, ensuite à Yannick Vaugrenard. Oui, madame Da Silva, le numérique, vous l'avez rappelé, envahit tout l'espace économique de manière accélérée à l'échelle de la planète. Comment, dans les fonctions qui seront éventuellement les vôtres, la puissance publique pourra-t-elle s'organiser face à cette mondialisation des échanges? Et comment, en fonction du respect du principe de concurrence que vous devriez mettre en place, comment pourrez-vous favoriser les évolutions indispensables et attendues de façon à constituer au moins des champions nationaux à l'échelle européenne pour lutter avec une relative efficacité contre les champions venus d'outre-Atlantique? Bien, merci Yves Rome. La parole est à Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Madame de votre présentation. Vous avez un parcours très éclectique et je trouve ça intéressant et positif. Le fait d'avoir été membre de la commission de contrôle organisant une consultation des électeurs de Corse sur la modification institutionnelle de la Corse, membre de la commission relative à l'élection des représentants au Parlement européen, vice-présidence de la caisse de retraite de l'Opéra national de Paris. Comment l'ensemble de ces expériences peuvent vous aider aujourd'hui à présider l'autorité de la concurrence? Bien, merci Yannick Vaugrenard. Je crois que Marie-Noëlle Lindemann a demandé à intervenir. Pour une fois qu'elle est sage... Pour une fois qu'elle est sage, non, Marie-Noëlle... Je crois qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de s'exprimer, de poser des questions. Pas, et en même temps, il est important, après que de nombreuses questions aient été posées, que la personne que nous écoutons puisse répondre, puisque nous votons ensuite en fonction moins des questions qui sont posées que des réponses qui sont apportées. Alors je donne la parole à Madame De Silva. Voilà. Merci beaucoup pour ces questions. Alors peut-être pour commencer par les questions d'ordre plus personnel et tenant à mon profil. Alors je ne m'attendais pas à ce qu'on évoque ma participation à la commission sur le référendum corse.
Alors, peut-être plus généralement, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir des postes et des responsabilités divers. C'est vrai que la chose publique me passionne et je pense que je suis nourrie de toutes ces expériences, y compris des expériences de contrôle de la régularité des élections qui m'ont menée au Mozambique également, dans le cadre de l'Union européenne. Et je suis très attachée aux questions de démocratie, de régularité du vote. Et je crois que l'une des chances que nous avons avec nos institutions républicaines et françaises, c'est que nous avons des institutions qui fonctionnent particulièrement bien à cet égard. Alors, s'agissant de l'Opéra national de Paris, ça c'est, je dirais aussi, en fonction d'un goût très personnel pour ce secteur que j'ai accepté d'assumer ces fonctions à la caisse de retraite, qui soulèvent, il est vrai, des questions très intéressantes de prise en compte des spécificités de ces métiers et de l'adaptation de ce régime spécifique. Alors, on peut me faire le reproche d'avoir beaucoup habité à Paris. Il se trouve que je suis née à l'étranger et il se trouve aussi que j'ai des racines rurales normandes bien établies au fin fond de l'Eure. Un peu d'humanité. Vous avez trouvé les arguments pour obtenir beaucoup de sympathie ici, madame. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'attaches avec le pays de Verneuil-sur-Avre, qui n'est sans doute pas le plus déshérité, mais je suis très sensible à ces questions de territoire, d'aménagement du territoire et de diffusion de l'activité économique sur tout le territoire à titre personnel. C'est quelque chose de très important. Alors, est-ce qu'avoir fait l'ENA est un handicap? Oui. Sans doute aujourd'hui, l'ENA n'a pas très bonne presse. Alors, moi, j'ai toujours défendu cette école. Je crois qu'on lui fait beaucoup de reproches qui ne sont pas en réalité adressés à ce qu'elle est en réalité, qui est vraiment une école de formation de fonctionnaires qui sont motivés par ces carrières et très dévoués au vu de ce que j'ai pu constater. Donc j'espère que la formation que j'y ai reçue me donnera aussi quelques éléments d'appréciation sur le travail interministériel ou les fonctions administratives. Alors pour en venir maintenant aux questions touchant plus directement à l'action de l'autorité, alors je commencerai par les questions plus sectorielles qui ont trait tout d'abord au numérique. Alors, s'agissant du partage des rôles avec l'ARCEP, je crois qu'il y a eu un dialogue très intéressant et efficace entre les deux autorités. Le partage des rôles est tout à fait connu et bien délimité. Il y a des sujets d'intérêt commun, notamment les questions d'itinérance et les modalités de développement du numérique sur le territoire. Il y aura des échéances prochaines, mais je crois que l'autorité de la concurrence, dans son rôle et avec son prisme d'analyse particulier, est un élément fort de la régulation de ce secteur. Elle est un point de référence qui s'attache à la fois à ce que la concurrence entre les opérateurs soit effective et certains ont pu s'interroger, cela a été dit, sur la position spécifique d'Orange. On peut dire que l'autorité de la concurrence n'a pas craint d'user de ses pouvoirs puisque, comme vous le savez, l'amende qui a été infligée à Orange pour ses pratiques sur le marché des entreprises était la plus importante qui a jamais été infligée à un opérateur économique unique. Et l'autorité de la concurrence a véritablement accompagné de façon suivie et efficace, en lien avec le régulateur sectoriel qu'est l'ARCEP, l'ouverture effective de la concurrence. Et pour remonter à un passé un peu plus ancien, lorsque 3 opérateurs mobiles avaient mis en place une forme d'oligopole tarifaire, l'autorité a sanctionné très fermement ces pratiques. Donc on peut faire confiance à l'autorité et j'y serai attachée pour continuer d'animer le secteur de la concurrence dans les télécommunications, tout en prenant en compte aussi l'impératif de développement des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Alors, deuxième thématique, comment faire émerger des champions européens ou nationaux? Alors, c'est très important, c'est un objectif très légitime qui dépend aussi d'actions qui ne sont pas du domaine de l'autorité. Il faut qu'il y ait un environnement économique suffisamment dynamique, ouvert. Nous avons des capacités de formation dans ce domaine qui peuvent faire de la France un champion du numérique et il y a des très belles réussites à cet égard.
On a pu voir sur le rapprochement Fnac-Darty que dans nos délibérations, la prise en compte de la concurrence d'un acteur gigantesque de ce domaine a été un élément très important de la prise de décision, donc Amazon pour ne pas le citer. Et la décision qui a été prise s'est fondée véritablement, et j'avais tenu à le souligner dans mon propos liminaire, sur une analyse très concrète de la façon dont s'opèrent les ventes aujourd'hui en France. Et donc, pour prendre l'exemple des ventes dans ce secteur, le fait que les magasins ont intégré complètement la stratégie numérique dans leur système de vente, et aussi que le consommateur se déplace en magasin et vérifie en permanence le prix qu'il peut avoir sur Internet. Donc, ceci pour montrer que les règles de concurrence ne font pas obstacle à des rapprochements bien définis, mais l'autorité a bien sûr été vigilante au niveau de marchés locaux pour éviter que le nouvel opérateur occupe une position qui pourrait causer des préoccupations de concurrence. Alors, pour aller plus loin, bien sûr, il y a des éléments de politique qui doivent se faire soit au niveau européen, soit entre plusieurs régulateurs nationaux. J'ai déjà indiqué les différentes initiatives qui avaient été mises en œuvre dans le domaine du numérique. Et je serai très, très vigilante et à l'écoute de toute proposition dans ce domaine, parce que je crois que c'est vraiment le domaine stratégique de demain et que, voilà, en tout cas, je ne crois pas que le droit de la concurrence ou l'autorité en soi soit un obstacle à la constitution de champions nationaux. Et au contraire, on a vu que dans les prises de position de l'autorité, par exemple sur le secteur des VTC ou d'autres domaines de ce type, l'autorité était attachée à la question de l'émergence de nouvelles formes d'économie. Alors, ce n'est pas stricto sensu de l'économie collaborative pour répondre à la question qui a été posée sur ce point. Alors, pour dire un mot de l'économie collaborative ou des formes un peu disruptives d'apparition de nouveaux acteurs économiques, il peut y avoir des problèmes, je dirais, sur le plan juridique, en termes d'égalité de traitement lorsque des opérateurs économiques sont soumis à diverses régulations. C'était l'un des sujets pour les taxis et les VTC. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de décisions juridictionnelles sur ce point, y compris de la part du Conseil constitutionnel, pour se prononcer sur le fait de savoir est-ce que les taxis et les VTC étaient en situation d'égalité. Donc je crois qu'il peut y avoir des problématiques d'égalité de traitement, des problématiques aussi de modernisation des réglementations lorsqu'elles ont été conçues à une époque et que le numérique bouleverse les conditions d'exercice de l'activité. En tout cas, le point de vue de l'autorité, c'est qu'il faut éviter de brider a priori les nouvelles formes d'économie. Il y a d'autres impératifs à prendre en compte, parfois des impératifs d'ordre public aussi, mais veillons à ce que la réglementation ne soit pas un obstacle qui ne permette même pas de voir un nouveau secteur se développer. En tout cas, c'est me semble-t-il, une idée forte à conserver. Alors, j'en viens maintenant aux questions de distribution. On a dit parfois que l'autorité n'avait pas été assez présente sur ce sujet ou qu'elle devait faire plus. Alors, je crois que nous entrons dans une ère nouvelle maintenant, depuis la loi d'août 2015 sur ce point. Le reproche que l'autorité ait laissé faire des rapprochements entre centrales d'achat est peut-être, me semble-t-il, un peu injustifié dans la mesure où la loi ne lui donnait pas de prérogatives puisqu'il ne s'agissait pas d'opérations de concentration stricto sensu. En revanche, il était extrêmement utile que la loi complète la palette d'action de l'autorité pour lui permettre de se voir notifier les rapprochements de centrales d'achat, qui est une nouvelle forme de travail en commun entre entreprises. Et je suis très sensible à ce qui a été dit sur le fait qu'il peut y avoir une disproportion, un rapprochement entre 4 centrales d'achat qui gouvernent 90% de l'accès aux consommateurs dans les marchés de la grande distribution, et puis de l'autre côté des producteurs éparpillés, et notamment des agriculteurs. Alors, sur ce point, j'entends insister sur ce que l'autorité a affirmé dans son avis de 2015 sur le rapprochement des centrales d'achat, car elle a listé de façon très précise des préoccupations de concurrence qui sont autant de signaux envoyés à tous les acteurs de ce rapprochement, qu'il s'agisse des distributeurs,
ou des fournisseurs qui s'adressent à ces centrales de distribution. L'autorité a indiqué toutes les limites à ne pas franchir, tous les risques qui pouvaient se présenter en termes d'appauvrissement de l'offre ou d'appauvrissement des produits offerts au marché. Et nous serons vraiment attentifs à la bonne exécution de ces contrats et à toute saisine qui pourrait venir, notamment du marché des producteurs, qui seraient pénalisés par ces accords. Plus généralement, s'agissant de la question des productions agricoles, je crois que l'autorité a fait preuve d'une grande adaptation à la spécificité du secteur agricole. Alors c'est vrai qu'il y a eu des cas de rapprochement entre producteurs ou formes d'entente qui ont pu passer sous les fourches caudines de l'autorité. L'autorité a dit de longue date qu'elle préconisait des rapprochements officiels, des coopérations, des organisations sous forme coopérative ou de filières. Et pour citer un exemple tout récent, s'agissant de la volaille, puisqu'il y avait eu une mise en cause de pratiques des producteurs de volaille, l'autorité a choisi une voie d'engagement vers la constitution officielle d'une filière des producteurs de volaille, alors qu'elle aurait pu choisir de prononcer des amendes d'un montant très important. Elle a préféré, eu égard aux spécificités de ce dossier, obtenir des engagements qu'à l'avenir, la filière serait structurée, y compris pour répondre aux préoccupations très, très légitimes des producteurs agricoles. Alors, autre sujet qui a été évoqué, les audioprothèses. Je crois que c'est le type de domaine où l'autorité doit pouvoir intervenir pour examiner de près le fonctionnement du marché. Et comme cela a été dit, le point de départ de ce qui a suscité l'intervention de l'autorité, c'était le fait que les audioprothèses sont très chères et qu'il y a un énorme taux de personnes qui souffrent de déficience auditive et qui ne sont pas appareillées du fait du coût de 2 à 3 000 euros parfois qu'il faut débourser. Alors cet avis n'est pas encore rendu, mais les premiers éléments qui apparaissent dans l'analyse des services sur ce point tiennent notamment à la question des prestations qui sont aujourd'hui combinées entre la vente de l'appareil et la vente du suivi de la personne appareillée, qui représente un montant assez considérable. Donc il y aura sans doute des réflexions à mener pour améliorer la capacité de mieux identifier ce qui est effectivement tarifé entre l'appareil et le suivi, pour que éventuellement la personne n'ait pas à débourser tout de suite une somme considérable pour un suivi qui va s'étaler sur plusieurs mois ou plusieurs années. Et nous attacherons à faire des propositions pour améliorer in fine les capacités de choix dont dispose le consommateur et ce problème très, très prégnant du prix de ces prestations qui sont par ailleurs assez souvent très mal remboursées. Pour dire un mot de l'international et de la structuration des actions des autorités nationales de concurrence au sein de la zone euro, alors il faut souligner que le réseau européen de concurrence fonctionne extrêmement bien. C'est un sujet qui n'est pas toujours connu parce que ce n'est pas très visible, mais cela se traduit par toute une série de travaux en commun tout au long de l'année avec toutes les autorités nationales de concurrence qui travaillent pour rapprocher leurs pratiques, qui travaille aussi pour faire des enquêtes croisées. L'autorité française est saisie à la demande d'autorités d'autres États européens et elle-même peut bénéficier des investigations qui sont menées sur d'autres sols. Donc c'est une façon de démultiplier l'efficacité des autorités de concurrence. Et nous travaillons en très bonne intelligence avec la Commission européenne qui à la fois s'appuie beaucoup sur les autorités nationales de concurrence et peut intervenir lorsqu'elle voit des dossiers qui sont d'envergure européenne et qu'elle souhaite traiter à son niveau. Alors, j'en terminerai par les questions plus générales qui ont été posées sous l'angle institutionnel et des moyens de l'autorité. Alors, pour répondre à l'interrogation de M. Leroy sur le fait que les autorités se substituent à l'État, c'est une interrogation réelle. Je me rappelle quand je suis arrivée au service de l'État et que j'ai assisté à ce démembrement d'administration d'État pour créer des autorités administratives indépendantes, j'avais eu cette même interrogation. Finalement, est-il légitime que l'État, qui était l'État central, soit démantelé ou séparé par bribes pour créer ces autorités indépendantes?
Alors, la réflexion et le constat des pratiques et finalement de la mise en œuvre de ce mouvement qui a maintenant une vingtaine d'années m'a permis de constater en tout cas que le modèle fonctionne. On peut se demander s'il aurait été possible de faire différemment. Alors c'est vrai que dans une certaine mesure, l'intégration européenne a fortement incité à ce mouvement, puisque dans la logique de la Commission européenne, lorsqu'on démantelait des monopoles nationaux, il était nécessaire qu'il y ait une forme d'indépendance par rapport à l'État central et notamment à l'État actionnaire. Et je crois finalement qu'aujourd'hui, l'autorité administrative indépendante est un nouveau mode d'action de l'État. Je le perçois moins comme un abandon par l'État de ses prérogatives et une sorte d'affaiblissement que par la mise en œuvre d'une diversité de modes d'action. Mais il ne faut jamais oublier que les autorités administratives indépendantes sont au service de l'État et des politiques publiques. Elles ne mènent pas leur propre politique de façon sans rendre des comptes à qui que ce soit. Donc je suis attaché à la légitimité, y compris démocratique, de ces institutions. Pour terminer ensuite sur la question des moyens de l'autorité, est-ce qu'elle a les moyens d'assumer l'extension de ses prérogatives ? Notamment a été citée la question du domaine des télécoms. Alors, je serai attentif pour ma part à ces questions budgétaires et de personnes. Un certain effort a été consenti pour la mise en œuvre de la loi d'août 2015 avec la création d'emplois et un petit ajustement du budget. Il n'est pas certain que cela sera suffisant et en tout cas vous pouvez compter sur moi pour tirer le signal d'alarme si j'ai l'impression que l'autorité n'a pas les moyens de faire face aux responsabilités importantes qui lui sont confiées. Alors, une question avait porté sur le fait que SFR pourrait se voir infliger une amende, mais comme l'affaire est en cours d'instruction et doit être examinée très prochainement, je préfère ne pas évoquer ce sujet à ce stade, mais bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler à l'avenir si les fonctions auxquelles je suis candidate me sont confiées. Alors, dernière question de M. Poniatowski sur la question de l'indépendance et des pratiques de décision. Alors, je crois que les pratiques de participation aux délibérations sont très connues et mises en œuvre. Pour tous les membres de l'autorité, avant d'être appelé à siéger sur une affaire, on lui demande s'il a eu à en connaître à titre privé ou professionnel. Et bien sûr, la pratique est de ne pas siéger. Et à cet égard, la règle est très fermement appliquée si on a un intérêt personnel à l'affaire, ce qui me paraît tout à fait naturel et nécessaire. Je vous remercie. Bien. Merci Madame de Silva. Nous avons tenu le temps qui avait été fixé, 1 heure, pour que les uns et les autres qui ont participé à cette réunion puissent s'exprimer par un vote maintenant. Donc je vais vous demander, Madame de Silva, si vous voulez bien nous quitter, mais je vous propose d'aller dans mon bureau pour attendre le verdict. Voilà. Et nous allons tout de suite mettre à disposition l'urne et dès à présent, vous pouvez vous déplacer pour apporter votre bulletin. Oui, alors, c'est oui, non, pour, contre, comme vous le souhaitez en tout cas.